Et évidemment, aujourd'hui, on se souvient de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Et parmi les témoignages les plus forts que j'ai entendus ces dernières heures, je voulais vous faire réécouter Philippe Val. Il était ce matin à 7h10 avec Dimitri Pavlenko. Philippe Val est l'ancien directeur de Charlie Hebdo. Il avait quitté Charlie Hebdo en 2015, depuis déjà de nombreuses années d'ailleurs. Et puis il raconte ce 7 janvier. Et évidemment, son émotion est intacte. Ce 7 janvier 2015, je suis chez moi, je travaille, je vais mettre mon garçon chez sa nounou en face, je ressors de chez moi, j'ai un appel de mon ami d'enfance qui me dit il y a une fusillade à Charlie, et là je sens comme un seau d'eau glacée sur la tête, et on ne sait pas les conséquences de cette fusillade, et très vite le ministère de l'Intérieur m'appelle et me dit de me barricader chez moi, de pas sortir. Je dis mais il faut que je sorte, je vais aller voir ce qui se passe à Charlie. Moi je ne suis plus à Charlie depuis longtemps déjà, mais Et vous êtes protégé depuis une dizaine d'années aussi, oui. Philippe, à ce moment-là. Et on me dit attendez que la police vienne vous chercher, sortez pas de chez vous. Et donc les policiers sont venus me chercher, voilà, je suis rentré, ils m'ont emmené rue Nicolas Appert. Donc c'était là où il se trouvait le siège de Charlie à l'époque. Oui, c'est ça. Et je suis arrivé en même temps que Manuel Valls, et qui est décomposé, et qui monte dans la salle de rédac, qui me dit attends-moi, et je reverrai toujours toute ma vie cette scène qui me repasse encore dans la tête la nuit, et il redescend au bord de l'évanouissement, et il me dit ne monte surtout pas. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai une espèce de gratitude pour Manuel Valls, déjà parce que je l'aime bien, c'est un ami, et il a, grâce à lui, j'ai pas cette image dans la tête à chasser ou à, voilà. J'ai pas vu quoi. Philippe Val, c'était tout à l'heure sur Europe 1, c'était avec Dimitri Pavlenko, et Philippe Val qui est revenu sur que reste-t-il de Charlie, qui est une question qui est traitée dans toute la presse française depuis 48 heures. Je pense que la population n'a pas oublié. Je pense que ce qu'a oublié, il y a des tas de gens qui n'ont pas oublié. Les journaux, beaucoup de journaux, de chaînes d'infos, des radios comme Europe, n'ont pas oublié et sont vigilants, sont devenus vigilants, contrairement à ce qu'on pense au fil de ces années. Mais on doit le dire, hélas, il y a toute une partie du monde intellectuel, sous l'influence de la France insoumise et d'une espèce de morale soi-disant de gauche qui assigne les Arabes et qui doivent être musulmans, leurs femmes doivent être voilées. Bref, vous voyez, une espèce de... Le Monde est comme ça, le journal Le Monde est comme ça. Ces gens-là n'ont toujours pas compris. Oui. Ils n'ont toujours pas compris, et ils confondent la vigilance vis-à-vis d'un islam médiéval qui déteste la France, qui déteste l'Europe, qui déteste les libertés, qui déteste l'égalité homme-femme, qui déteste la liberté de la sexualité pour les homosexuels, tout cet islam dangereux. Ils pensent que quand on le critique, on est raciste, mais c'est monstrueux. J'ai voulu vous faire écouter vraiment et entendre Philippe Val ce matin. C'est l'ancien directeur de Charlie Hebdo. C'est une voix qui compte, c'est une voix puissante. Tout est dit, et il le dit bien, avec intelligence, avec mesure également. Et je vous propose d'écouter ce qu'il dit sur la jeunesse d'aujourd'hui. C'était toujours tout à l'heure au micro de Dimitri Pavlenko dans la matinale. Ce qu'il dit de cette jeunesse, comment elle est et comment elle nous paraît si différente de la jeunesse que vous avez peut-être connue il y a de nombreuses années. Et que une partie de la jeunesse de plus en plus importante dit aujourd'hui, mais il ne faut pas attaquer les religions. Alors c'est très intéressant parce que je pense que les jeunes gens, les jeunes qui sont qui vont dans les écoles, en réalité, ils ont peur, ils ont la trouille, mais c'est une trouille... Donc c'est la peur qui guide la tolérance, vous pensez ? C'est la peur qui guide la tolérance. Ça n'est pas du tout de la tolérance. Quand on discute au fond avec ces gosses, on se rend compte qu'en réalité, ils sont un petit peu otages d'une peur latente dans les cours de récré. D'ailleurs, on le voit parfois dans les études d'opinion, parce que quand ils font des études et qu'ils en sortent, après, ils votent très, très, très à droite.
Ils votent pour des partis, voilà. Donc ça veut dire que moi je pense que la morale qui accuse la critique de l'islam d'islamophobie, elle est dictée d'abord et avant tout par la peur, la peur, la peur. Et c'est pas déshonorant d'avoir peur. Ce qui est déshonorant, c'est d'habiller sa peur avec des arguments moraux. Je trouve que c'est très intéressant, Charlotte Dornelas, de parler de la peur parce qu'elle est difficilement quantifiable, difficilement prouvable. Elle est dans les esprits. Je parlais des humoristes. J'ai vu qu'Elie Semoun avait dit notamment aujourd'hui on a peur, je fais très attention à ce que je dis, etc. C'est vrai dans la création. Je lisais ce matin à Vincent Trémollet de Villers qui est dans le Figaro qui rappelait ça dans la création, dans la fiction, etc. Chacun, il y a une forme d'autocensure qui nous éloigne de l'esprit d'insolence, de l'esprit à la française. Dans les années 70, personne n'imaginait être en danger physique parce qu'il faisait une plaisanterie. Oui, mais là, le débat, en fait, il y a plusieurs choses qui sont liées dans le discours de Philippe Val, et le débat n'existait pas comme tel dans les années 70. Vous n'aviez pas des débats quotidiens sur la place de l'islam, sur l'islamisation et sur la différence entre l'islam et l'islamisme dans son développement en France. Oui, mais la religion catholique était très moquée. Moi, je me souviens très bien, et je peux citer, des gens comme Jacques Martin, qui était lui-même ancien enfant de chœur, incroyablement catholique, mais se moquait en permanence dans des émissions comme Le Petit Rapporteur, Jean-Yann. Il y avait une tradition française, et je me souviens très bien, parce que parfois les catholiques étaient choqués de cela. Mais il y avait de la distance, il y avait de l'humour, on savait que c'était du second degré. Mais surtout, ce qui peut être attaqué, là on parle beaucoup de Charlie ces derniers temps, et on défend le droit à attaquer. Ce qui peut être attaqué a évidemment le droit d'être défendu, l'un ne va pas sans l'autre. Donc on peut évidemment défendre aussi les religions et ne pas aimer la manière de faire de Charlie Hebdo. C'est vraiment pas notre débat. C'est simplement, on ne sort pas les armes pour le dire. Bien sûr. C'est juste ça. Donc en effet, c'est quelque chose qui ne s'était pas invité. Mais votre son analyse. Mais alors son analyse, je suis pas tout à fait d'accord sur la question des. Mais je vous ai coupé, pardonnez-moi, vous avez dit votre parallèle. Non, mais votre parallèle est intéressant parce que vous dites, mais dans les années 70, par exemple, les catholiques étaient moqués. Et on a tendance à se dire une religion en vaut une autre, on échange l'une pour l'autre. Et d'ailleurs, quand on parle du rapport, par exemple, à la laïcité dans les écoles, c'est-à-dire la manière de manger, la manière de s'habiller, on se dit, on a réussi avec les catholiques, on va bien réussir avec l'islam. Eh ben non, en fait, c'est pas le même rapport à la vie, au mode de vie, à la loi et à la place que la loi prend dans la vie commune. C'est peut-être non plus pas le même temps. C'est-à-dire qu'il est possible que la religion musulmane soit là où la religion catholique était il y a 3 siècles. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Non, la question, je pense, le rapport à la loi... Je dis 3 siècles, je pourrais dire 2 siècles, attention, oui, ne faisons pas Oui, non mais la religion catholique était un mode de vie au XVIIIe et XIXe siècle, sans doute là où elle était. Elle imposait son mode de vie. Non? Vous dites non? Non, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il était français. D'abord, il y a le Vatican. Oui. Et puis ensuite, dans la soumission à l'islam, dans la soumission, il y a un islam qui s'est développé au Maghreb, qui n'a pas grand-chose à voir avec celui du Golfe, mais c'est celui du Golfe qui a pris le pas. Et il n'a pas tellement changé depuis 1400 ans. Terminé, Charlotte, parce que je vous ai une nouvelle fois coupé. Non, mais la guerre, là où vous avez raison, c'est sur la guerre de qui va avoir le monopole culturel. Et en 1905, c'est cette guerre qui existe. C'est pas tellement, on dit toujours séparation de l'Église et de l'État. Ça fait longtemps que les rois sont excommuniés et que les peuples n'ont plus le droit de citer en France. Donc la séparation, elle s'est bien faite quelques siècles plus tôt. Sur le pouvoir, c'était une guerre de pouvoir. En 1905, le but, c'est d'arracher la chrétienté, donc le mode de vie chrétien, à la société. C'est les lois successives pour interdire les communautés religieuses de gérer, par exemple, la santé, les écoles, jusqu'à évidemment cette séparation dans la société tout entière. Bon, passons là-dessus, simplement sur ce que disait Philippe Val sur les jeunes. Je ne pense pas, la peur est un sentiment sur le débat qui nous occupe d'adultes. C'est très vrai dans l'autocensure, notamment dans le monde politique, médiatique, peut-être scolaire. Les jeunes, il y a cette question et cette montée en puissance, en effet de l'offense, c'est le mot, je le rends à Nathan parce qu'il me le disait pendant que Philippe Val parlait, mais c'est ce rapport à l'offense qui est extrêmement différent dans la nouvelle génération, et je pense que c'est tout simplement ça. Par la force des choses, ils ont des copains qui sont ci, qui sont ça, ils voient pas bien l'intérêt de se moquer, en fait. Alors, je voulais vous faire écouter Bruno Retailleau. C'est en marge, bien sûr, de la journée d'aujourd'hui, mais il a parlé du voile. Et quand je disais que, effectivement, les comportements une nouvelle France est née avec des nouveaux comportements, une nouvelle manière de penser, de s'habiller, disons-le, de prier, de dîner, etc. Ça influe dans toute la vie quotidienne. Écoutez ce qu'il a dit sur le port du voile
pour celle qui accompagnerait les enfants dans les sorties scolaires. C'était ce matin. Sur les accompagnatrices scolaires, pour moi, c'est l'école hors les murs. Or, la loi de 2004 concerne l'école dans les murs. Mais l'extension hors les murs, ce sont justement les sorties scolaires. Il faut lutter pied à pied, notamment sur tout ce qui constitue notre identité culturelle républicaine, la laïcité. Il faut être absolument intransigeant. Et donc pas de mère de famille accompagnatrice voilée? Non, puisque pour moi, encore une fois, c'est l'école hors les murs. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un principe qui est un principe fondamental. Et là, vous êtes au cœur d'une question. Moi, j'ai dit parfois, mais on ne s'en sortira pas. Moi, j'ai dit, c'est mon intuition, dans 10 ans, les filles seront voilées à l'école. Ah oui. Parce que vous aurez une demande tellement forte de cette autre France qui est là avec d'autres comportements, d'autres cultures, d'autres habitudes, et que cette demande, elle va être très dure à juguler. Après, qui a raison, qui a tort, c'est encore un autre sujet. Mais si vous avez toute une génération nouvelle qui demande d'autres, il y aura 2 France, 3 France. Comment ? Oui, au-delà de la question de la demande, c'est la question de l'incarnation et le nombre qui fait l'incarnation. Puisque ces valeurs, en fait, ces valeurs-là, je veux dire, aujourd'hui, elles ne sont plus partagées. Il n'y a pas. Je pense qu'il n'y a pas de. Vincent Hervouette. Pardon, mais je ne sais pas très bien de quoi on parle. En fait, on vit dans une période on parle de culture libérale. On parle de culture qui change et d'habitudes qui changent. Non, je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais et de français qui changent. Pour vous répondre, voilà de quoi on parle. Le discours est contradictoire. On vit dans une société ultra-libérale où l'individu a tous les droits. L'individu est la mesure du droit, en fait. Vous ne pouvez pas vous opposer à ce que quelqu'un... Et d'ailleurs, il y a une espèce d'hostilité de cette société d'individus au pouvoir politique, qui est en permanence raillé, contesté, détesté, diffamé, etc., etc. Donc, effectivement, quand le ministre de l'Intérieur réclame que les femmes ne soient pas voilées, on lui dit mais c'est pas pardonnez-moi, si vous me permettez, c'est pas le problème. Je vais vous dire pourquoi c'est pas le problème. Parce que si au fond chacun pouvait s'habiller ou vivre comme il le souhaite, à la limite, je n'en aurais pas. Ça pourrait m'être égal. Je dirais, c'est pas exactement mon ADN, c'est pas ma culture. Mais le sentiment que j'ai, c'est que si certains deviennent majoritaires, moi, je devrais m'habiller comme cela et je devrais changer mon comportement. Pas du tout. Non, mais n'ironisons pas parce que c'est un sujet très. Non, Vincent, c'est ça le souci. Si au fond, je le répète. Et j'avais cité souvent ma fille qui m'a dit « Qu'est-ce que ça peut te faire, papa ?» On est sur la plage du Pouliguen. « Qu'est-ce que ça peut te faire, papa ?» Du Pouliguen. « Qu'est-ce que ça peut te faire, papa ?» Que cette jeune femme rentre complètement habillée des pieds jusqu'à la tête. Et effectivement, cette question m'avait interpellé. Au fond, vous avez raison, au nom de la tolérance, ça pourrait ne pas m'ennuyer. Mais ce que je sais, parce que là où l'islam est majoritaire, dans tous les pays du monde, les autres ne peuvent plus exister. Oui. C'est une réalité. Je le dis, c'est une réalité. Oui, mais la question, c'est factuel. Donc effectivement, elle te renvoie à l'importance de... Non, mais la question, pardonnez-moi, Pascal, c'est pourquoi il n'y a pas d'anticorps ? Pourquoi Mais il y en a des anticorps. Du Maroc jusqu'au Pouliguen, dont vous me parlez, ça avance. Mais parce que le nombre... Mais pourquoi il n'y a pas d'anticorps C'est ce que je vous dis tout à l'heure. À partir du moment où c'est une demande majoritaire, vous faites comment ? Il y a une faiblesse politique aussi. Mais Bruno Retailleau, c'est salutaire ce matin. Je pense que 40 ans de démission, etc., bien sûr. Mais je pense que les Français sont majoritairement d'accord avec ce que dit Bruno Retailleau ce matin. Oui. En revanche, je serais très intéressé... Ça dépend où, effectivement. Mais peut-être que si on interroge de manière assez large, en revanche, je serais très intéressé de savoir ce que pense Elisabeth Borne, par exemple, de cette mesure. Elle qui est ministre de l'Éducation. Mais Madame Borne, je les connais tous. Ils ne diront même pas ce qu'ils pensent. Ils feront la chasse aux électeurs. Voilà, Madame Borne, ça de la démission. Elle pense pas, Madame Borne. Elle compte ses électeurs. Les Français sont peut-être d'accord avec Bruno Retailleau majoritairement sur cette question, mais je crois qu'il y a un léger glissement par rapport à la question de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, ça pose plusieurs problèmes, mais notamment 10 ans après, le problème de la lâcheté. De la lâcheté. La lâcheté, c'est pas la peur. C'est normal d'avoir peur. Le jour de l'attentat de Charlie Hebdo, tout le monde s'en souvient, dans les jours qui ont suivi, la panique qui s'est emparée de nous, le chagrin et la panique, c'est normal. La lâcheté, c'est autre chose. Il faut rappeler, pour moi, c'est ça le problème de Charlie Hebdo. Avant même l'attentat, quand il y avait eu le procès des caricatures, 2006-2007, quand il y avait eu le premier attentat contre Charlie Hebdo, l'incendie de la rédaction, il s'était trouvé une partie du monde politique, du monde intellectuel et de l'opinion publique
pour estimer que Charlie Hebdo provoquait, que Charlie Hebdo le cherchait, que mais Charlie même Jacques Hebdo... Chirac avait eu vis-à-vis exactement dans les années 80 avec Salman Rushdie. Avec Salman Rushdie, vous avez tout à fait raison. C'est important de dire ça parce qu'il ne souhaitait pas qu'on blasphème. Exactement. Ce que faisait même pas d'ailleurs Rushdie dans son livre. Exactement. On peut avoir des critiques ou des désaccords avec Charlie Hebdo. Moi, par exemple, je serais assez d'accord avec Charlotte. À titre personnel, le fait de blasphémer une religion, c'est pas quelque chose. Enfin, je peux avoir des réticences ou des doutes, etc. Mais estimer que quand un journal est victime, ciblée par l'islamisme, que c'est lui qui l'a cherché, que c'est lui qui a provoqué, c'est ça le problème fondamental de la lâcheté. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui on a avancé par rapport à cette lâcheté ? Et la réponse est non, vous le savez bien, il y a des profs, je le disais, qui ne veulent même plus parler de certains sujets. Vous le savez bien, aller dans le monde, dans le laboratoire du sport, dans le monde qui est un laboratoire, le sport, voyez ce qui se passe, les comportements qui se passent. Simplement, après Charlie Hebdo et depuis Charlotte hier, Dornelas. on a l'impression qu'on est ciblé parce qu'il y a un journal en France qui a publié des caricatures. On est ciblé pour un peu plus que ça. Hein. Bien sûr. Oui, mais parce que on a l'impression que tout se définit par ça. Alors, à la fois en France, ces caricatures peuvent exister sans que personne ne sorte de Kalachnikov, et à l'inverse, on peut être français et parfaitement français. Sans aimer ces caricatures. Les deux sont vrais. C'est pas le pilier de notre ADN, la caricature et le blasphème. Je dis ça pourquoi ? Parce que depuis, nous avons été touchés par... De quoi ? Non, vous avez complètement raison. Frappés par tous par tout ce que nous sommes. Je veux dire, si notre ADN, c'est les caricatures de Charlie Hebdo, alors on comprend pas le père Hamel. Si notre ADN, c'est les terrasses, on ne comprend pas les paroissiens qui disaient leur chapelet à 7h du matin et qui ont été visés de la même manière. Si notre ADN, c'est Charlie Hebdo, on ne comprend pas que ça frappe aussi à l'école. C'est simplement la France qui est touchée pour ce qu'elle est, et même parfois pour ce qu'elle n'est plus, mais ce qu'elle est encore dans l'imagination des islamistes, et de manière absolument substantielle. Ils veulent la remplacer par un autre modèle de manière radicale et sans aucune discussion. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que les intellectuels de gauche se soumettent à ça. Oui. C'est ça le plus extraordinaire. Alors écoutons quand même Philippe Val, parce que c'est son dernier passage, c'est son analyse hier qu'il avait donnée, ce qui n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé en France depuis 2015. On dit beaucoup ce qui a changé, mais ce qui n'a pas changé. Écoutons ce que disait Philippe Val. On va parler de ce qui n'a pas changé, voire de ce qui a empiré. La bienveillance d'une partie du monde intellectuel, politique et médiatique français pour les acteurs d'un phénomène religieux, l'islam, dans sa version la plus hostile à notre civilisation, la plus puritaine et la plus dangereuse. On l'a vu lors du stupéfiant soutien au Hamas par la France insoumise et par le journal Le Monde après le 7 octobre 2023, et par les non moins stupéfiants ralliements et accords électoraux qui s'ensuivirent de la part de partis comme le Parti socialiste ou de personnalités comme François Hollande. Mais une partie du monde intellectuel et journalistique n'a encore rien compris. La campagne de haine que subit aujourd'hui l'humoriste Sophia Aram et l'indifférence méprisante dont Boualem Sansal fait l'objet montrent à quel point leur magistère moral est une imposture. Boualem Sansal et Sophia Aram ont en commun une tare majeure aux yeux de nos moralistes antiracistes. Ce sont de mauvais arabes. Un bon arabe doit être musulman. Sa femme doit être voilée. Il doit détester la France et admirer le Hamas et le Hezbollah. Cette assignation des Arabes par nos autorités morales est un racisme réel, drapé dans un antiracisme autoproclamé. Un tel déni de réalité, 10 ans après les attentats de 2015, est la promesse d'autres tragédies. La pensée de Philippe Val, le carillon d'Europe 1, parce qu'il est déjà 9h23.